Comment ça va la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Première. Alors dès maintenant ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Alors bienvenue à tous pour cette partie de questions. Alors merci beaucoup Pierre-Yves, tu l'as mentionné en début de notre entretien sur ta partie analyse. On est vraiment agréablement surpris On a énormément de questions par rapport à la première volée. Donc merci beaucoup, surtout continuez dans vos efforts, continuez à participer au Discord, hein. On remettra évidemment les liens pour ceux qui ne seraient pas inscrits. N'hésitez pas à vous y rendre pour vous informer, tisser des liens avec des gens, essayer d'élaborer des discussions, des débats intéressants et alimenter nos questions, tant pour les grands entretiens que pour donc ces séries de curés de campagne. Alors, j'ai une première question, donc je vais regrouper par thématique, puisque comme on a eu beaucoup de questions, ce serait trop complexe. Donc vous m'excuserez ceux qui ont contribué, je fais des résumés. Alors, question qui nous est posée par le général Boulanger, qui voudrait que Pierre-Yves nous fasse un petit peu une espèce de peinture et de projection sur ce qui va se passer pour les législatives, et notamment, sujet intéressant, que se passe-t-il si La République En Marche n'a plus sa majorité absolue? Comment ça pourrait reconfigurer un petit peu les contre-pouvoirs et à qui ça pourrait profiter si on arrive à faire émerger un petit peu des petites oppositions et qu'on puisse retrouver un semblant de démocratie, parce qu'on ne peut pas dire que depuis 2 ans, la démocratie, on en est. Alors, il faut bien comprendre une chose. La constitution de la Ve République est faite pour éviter ce type de scénario. C'est-à-dire que c'est une constitution de parlementarisme rationalisé, parce qu'il faut comprendre que quand les assemblées ont trop de pouvoir, le peuple est dessaisi, et c'est l'administration qui prend le pouvoir. Troisième et Quatrième République, ça nous a coûté la défaite de 40 et la guerre d'Algérie quand même. Et la défaite d'Indochine aussi. Vous savez, beaucoup pour un seul homme. Donc la constitution de la Ve est faite pour éviter ça. Si Macron arrive à faire ça, ce qu'il a tué notre équilibre institutionnel. À vrai dire, je ne le pense pas pour une seule raison, c'est que les Républicains vont se porter à son secours. Néanmoins, Macron risque de... Je pense qu'il a compris qu'En Marche ne prendrait jamais en soi. Il a toujours un mal fou à enraciner le parti dans le pays, et peut-être même que le peu de tentatives réussies se sont retournées contre lui. Je vais donner un exemple. Une députée En Marche qui était bien dans son coin, c'est Martine Vonner en Alsace. Bon, je suis sûr que Macron n'est pas hyper heureux de l'avoir fait élire. Aujourd'hui, c'est une opposante dure, hein. Moi, j'ai fait un débat avec Martine Vonner. Je peux dire qu'elle est plus du tout macroniste. Souffrance psychique et mal-être des citoyens précipités pour une grande partie d'entre eux dans une précarité inédite. Destruction massive du système de santé, inégalité d'accès aux soins, disparition programmée de la sécurité sociale, désastre économique et dette abyssale au nom d'un quoi qu'il en coûte mis en œuvre pour maîtriser la révolte sociale. Cette situation très dégradée avec un ratio de la dette publique et un déficit structurel des plus élevés en Europe a été mis en évidence dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Prétextant le bien, vous avez confiné sans soigner. Prétextant le bien, vous avez déconfiné sans soigner. Prétextant le bien, vous continuez à humilier toute une partie des citoyens en les privant de leur métier, de leurs revenus, en les désignant comme coupables d'une fracture sociétale que vous avez vous-même provoquée et qui vous échappe maintenant totalement. Il y a des tas de gens qui ont quitté En Marche et qui ont la haine. Mais la haine. Donc, il va emprunter l'appareil des Républicains, qui lui, de toute façon, va imploser en deux. Mais ça n'aidera peut-être pas plus Macron, parce que Macron va attraper les appareils républicains des villes, qu'il va mêler avec l'ancien appareil du Parti Socialiste, qu'il a déjà. Mais même ça s'enracine pas. Rappelez-vous les scores au municipal. Moi, je pense que c'est l'appareil républicain qui risque... et d'ailleurs, je pense que le pari de Laurent Wauquiez est pas con. Laurent Wauquiez, qui pour moi est un européiste et l'anti-France, et l'anti-France, il y en a qui étaient l'anti-France gominet à une époque, lui c'est l'anti-France blanchie.
Je pense que c'est son appareil à lui qui va permettre à Macron, enfin c'est l'appareil républicain qui va permettre à Macron de tenir, mais que le fond du pays, Wauquiez peut le prendre en plusieurs coups. D'abord une partie des législatives où il sauve son groupe parlementaire, et ensuite de capitaliser sur les municipales où Wauquiez tiendra la droite. Parce qu'entre les deux, la seule chose qu'il a à faire, c'est tuer Bertrand, c'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire, c'est quand même facile d'assassiner un homme de tirer sur un homme qui s'assassine tout seul. Tu vois, une fois qu'un mec s'est pendu, tu peux te permettre de lui donner un coup de couteau. C'est pas compliqué. Même si il faut savoir garder l'équilibre. Comme disent mes amis iraniens, c'est parce que la ficelle est gratuite qu'il faut se pendre. Or, j'adore cette expression, je la trouve, si tu veux, campagnard des bucoliques. Mais tu comprends que, bien évidemment, et là, tous les militants nationaux, vous devez être prêts, il y aura des listes d'union patriotique aux législatives. Ces listes sont des listes ouvertes qui ont été proposées et à tout le monde. A priori, on devrait s'orienter sur Génération Frexit, Génération Frexit, Patriote, DLF. Bon, bah, vous avez votre vote pour les législatives. Ou alors vous votez Front ou Reconquête. Mais je vais vous dire une chose, si nous n'arrivons pas à nous partager le territoire, ce qui a été proposé et à Marine Le Pen, qui l'a déjà refusé, et ce qui a été aussi proposé à Reconquête, qui l'a aussi refusé. Bon. Donc, si nous n'y arrivons pas, tout le monde ira au carton. Tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là où la dynamique va être simple, je pense que Mélenchon va garder ses fiefs. Et malheureusement, le barycentre de la France insoumise ne va pas changer. Donc ça va être les coins indigénistes qui vont être réélus facilement. Mais comme de toute façon, et ça va faire peser une hypothèque terrible sur l'après-Mélenchon. Parce que les non-indigénistes, c'est plus grand monde, hein, c'est Corbière, Catenen, la petite infirmière là qui est pas non sympathique. Ruffin, c'est à part, parce que Ruffin, le problème de François Ruffin, c'est c'est pas un politique au sens rodé du terme. C'est un excellent militant, c'est quelqu'un qui a des convictions, j'en suis certain, mais c'est pas quelqu'un qui est rodé au jeu politicien. Ce qu'est Clémentine Autain, malheureusement. Ce qu'est Daniel Obono, quant à cet imbécile de Coquerel qui n'est rien de plus qu'un chevènement défroqué. Mais chevènementiste et traître, ça va parfois ensemble, à l'image de chevènement lui-même. Donc, à mon avis, les coins indigénistes, Mélenchon risque de repasser. Il écrasera une partie des forces de gauche à l'extérieur des centres-villes, parce que la France insoumise, est un parti de la France des banlieues. Là où les partis nationalistes sont des partis de la France périphérique. Mais le cœur des villes va rester PS, Verts et occasionnellement républicain. Alors Macron va essayer de faire avec ce qu'il a, hein. Mais je pense qu'il va devoir être tributaire énormément des républicains ralliés pour pouvoir avoir sa majorité. S'il ne l'a pas, là c'est un bordel complet. On va aller dans des combinations de plus en plus dégueulasses et c'est les groupes les plus cohérents et les plus radicaux, futiles les plus petits, qui vont imposer leur vue. Nécessairement, système à l'italienne. Donc la France est déjà suffisamment anti-parlementarisme, faut pas leur faire ça aux Français. Mal se passer. Donc voilà où nous en sommes. Mais surtout, ce qui va être terrible aux législatives, ça va être les chiffres de l'abstention. Ça va être dramatique. Dramatique. On risque l'abstention la plus lourde de toute l'histoire. À scénario constant, hein. Au passage, entre le front et Reconquête, celui qui sera au-dessus va écraser l'autre. Je vous l'annonce. Et donc, ça va être un duel à mort si nous ne nous partageons pas le territoire. Mais ça, Marine Le Pen ne le veut pas parce qu'elle a des prétentions extra-politiques. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ce qu'elle veut, c'est durer. Tu vois, elle veut faire comme son père. Elle veut être le verrou de la vie politique française. Et malheureusement, que ce soit Reconquête ou le Front, les députations vont donner les arbitrages. Imaginez que Marine Le Pen ne soit pas réélue comme députée.
mais qu'une partie de son état-major le soit. Problématique, hein. Même si je pense que Marine Le Pen peut être réélue. Elle a la meilleure circonstance pour l'être. Mais bon, comme elle est nulle. Euh, mais imaginez pire que ça. Imaginez Éric Zemmour n'est pas élu, qu'a priori il devrait se présenter, et Marion Maréchal Le Pen est la seule élue de Reconquête. Ben, d'un seul coup, vous avez un équilibre des forces totalement renversé au sein du parti. Déjà qu'elle va être sur les affiches électorales. C'est-à-dire que de tous les ralliements, il n'y a que Marion qui compte. Le message envoyé est un peu particulier. Donc, à moins que Reconquête soit en fait un parti qui a été créé pour être pris par Marion Maréchal. Bon, bah, résultat, donc ça va être un parti d'appoint avec Wauquiez. Bon, c'est-à-dire un parti de droite, l'équivalent de Vox en Espagne ou du FPÖ autrichien, c'est-à-dire libéral, européiste et atlantiste. Bon. Hein, mort aux pauvres et aux basanés, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours trouvé cette option-là déshonorante. Déshonorante moralement, ça, à la rigueur, c'est pas un débat. Mais débile politiquement, ça, j'en suis sûr. Mais, vous voyez, c'est des législatives qui peuvent être tout aussi merdiques et tout aussi piégées que la présidentielle. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, hein, puisqu'on rappelle que l'objectif, c'est sur le temps long, là, de pouvoir mettre à jour les analyses de Pierre-Yves au fur et à mesure que la campagne avance et de pousser jusqu'aux législatives. Donc n'hésitez pas effectivement à poser des questions qui peuvent aussi voilà, être amenées à reconsidérer des positions, des stratégies, voir effectivement comment toute cette situation peut évoluer. Dans cette même idée, pour recoller un petit peu à l'actualité, ça n'a échappé à personne que les Patriotes ayant décidé de rejoindre Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que tu pourrais, Pierre-Yves, faire un point un petit peu sur le programme de Debout la France, sur ce que l'apport des Patriotes représente en termes de force, surtout de terrain, j'imagine, et aussi au niveau programmatique. Et qu'est-ce que tu penses jusque-là et ce que ça peut amener sur la stratégie de fond et de Nicolas Dupont-Aignan pour cette présidentielle? Alors, on va être très simple. Et ça, je vais le dire assez sincèrement. Qu'apportent ces trois mouvements? Parce que maintenant, il y a Génération Frexit qui est entrée depuis ce jour midi. Donc, entre nos deux tournages. Donc, si tu veux, qu'apportent ces mouvements? Premièrement, ils apportent un renouvellement intellectuel et une excellence d'analyse. C'est-à-dire que pour les meilleurs cadres que vous trouverez dans un mouvement national, vous les trouverez entre ces deux mouvements, Génération Frexit et les Patriotes. Il y en avait énormément à l'UPR et à DLF, mais le transvasement fait qu'aujourd'hui, c'est avant tout Génération Frexit et les Patriotes qui ont pris les meilleurs militants de l'ensemble du camp national. Enfin, les hommes de Florian Philippot, il faut voir ce que c'est. Les hommes autour de Charles-Henri Gallois, il faut voir ce que c'est. Il y a 30 000 hommes chez Florian, et voilà, c'est pas du tout alors que quand on voit, Marine Le Pen n'a pas d'hommes, et Zemmour a avant tout des gamins adorables, des gens extrêmement sains, très courageux, qui sont pas encore formés, qui sont des enfants, donc il faut les aider à se former, mais ils sont pleins d'avenir et pleins d'espoir. Et ils sont très rafraîchissants quand on les croise. Donc déjà, le premier rapport, c'est énormément d'hommes, là où au DLF en manquait. Parce que DLF, faut se rappeler que DLF, une partie des jeunes avait, derrière Jean-Philippe Tanguy, était passé au Front National, abandonnant d'ailleurs la plupart de leurs convictions, mais dans l'espoir, des gens comme Loubet ou d'autres, dans l'espoir d'avoir des gamelles. Parce qu'on a promis à certains des députations que d'ailleurs pour la plupart ils n'auront pas, mais ça c'est pas grave. Et aussi les circonvolutions d'NDA ont fait que son appareil s'est amenuisé énormément, particulièrement depuis les dernières européennes, avec et j'espère que ça se passera pas comme ça, parce que le problème
souvent, c'est que quand NDA se met dans une coalition, il fait sauter la coalition. Enfin, c'est lui qui a fait sauter la coalition avec des amoureux de la France. Entre autres, en éliminant sottement Emmanuel Gave. Enfin, en lâchant Emmanuel Gave. Et donc, en se mettant Charles Gave à dos. Donc, premièrement, Florian amène son expertise, amène la force de ses troupes. Même chose pour Charles-Henri, et amène vraiment du sang neuf et qui a envie de se battre. Autour d'NDA, il n'y a plus grand monde. Ensuite, NDA est resté sur des idées assez... Là, il a pris le référendum sur l'UE parce que c'était la condition sine qua non. Après, lui-même est resté très timoré sur beaucoup de choses, hein. C'est pas le programme dont la France a besoin, NDA, en soi. Mais voilà, l'aspect positif là-dedans, c'est l'alliance. Parce que de toute façon, NDA a un programme qui est un peu meilleur que celui de Zemmour, qui est un peu meilleur que celui de Marine. Qui elle-même est au même niveau, voire même un peu au-dessous de Pécresse. En termes de niveau du programme, hein, en termes de niveau de candidat, Marine est plus mauvaise que tous les autres. Mais en tout cas tous les autres à droite, je pense qu'elle n'est égalée que par Anne Hidalgo. Mais en termes de niveau humain et personnel. Mais tout le reste... Alors là, je vais regrouper des questions thématiques sur Jean Lassalle, qui est un peu, on va dire, notre nounours émotionnel pour cette campagne. On a bien besoin de gros câlins et de bonnes sorties, de quelques bons mots. Mais bon, derrière tout ça, il y a quand même la figure de Jean Lassalle, qui semble avoir un petit peu, n'avoir plus grand rien à faire de son sort et du sort de cette présidentielle, et qui a quand même lâché en milieu de semaine, voilà, qu'il ne savait pas si finalement il allait au bout de sa candidature de cette élection, et qui dénonçait publiquement que Macron n'était qu'un exécutant et que derrière c'était d'autres forces qui étaient à l'œuvre. Oui. Alors déjà un petit commentaire là-dessus, et pour enchaîner sur Lassalle, est-ce que du coup, du fait de cette figure populaire un peu dans les deux sens du terme, est-ce que Lassalle peut être aussi un ticket gagnant et qui pourrait devenir un allié objectif à l'aune d'un rapprochement avec un autre candidat peut-être? Le problème du roi Jean, c'est qu'il veut jamais d'alliance. Et ce que je comprends, parce que c'est un homme qui a vécu dans l'ombre de François Bayrou, donc on peut dire qu'il a vécu dans une surface réduite. Parce que l'ombre de Bayrou, ça doit quand même pas aller chercher loin. Mais est-ce que la lumière s'arrête sur Bayrou? Il aurait bien voulu. Or, le vrai problème qui se pose à nous, c'est que le roi Jean fait avant tout sa candidature pour aller à la députation après. Et ça, c'est un des problèmes de l'absence de proportionnel. C'est que tout le monde utilise pour se faire entendre l'élection présidentielle qui n'est pas faite pour ça. Bon. Or, le roi Jean, lui, veut se représenter. C'est pour ça qu'il dit « je serai peut-être plus candidat », parce que là, le fait qu'il puisse pas faire campagne, autant qu'il embraye tout de suite sur une législative, autant qu'il commence à faire le tour des à faire le tour des bergeries. Et je dis ça sans pas du tout. Moi, je l'aime beaucoup, le roi Jean. Le problème n'est pas là. Et je sais une chose, il était battu à plusieurs points au premier tour la dernière fois et il a gagné. Donc c'est un mec qu'on a vraiment sous la pédale dans son coin. Lui, il sait faire campagne. Il fait patelin par patelin, poignée de main par poignée de main. C'est une machine de guerre, le roi Jean. Mais bon, c'est pour ça qu'il ira avec personne et c'est très problématique. Enfin, moi, je trouve ça très triste. Après, c'est une perte à 1%. Donc, c'est pas non plus... Voilà. Rappelant que le second tour en 2017, c'est souvent joué à 1%. Oui, en 2017, ça s'est joué à 1%. Après, là, il brûle... Alors, il en balance, là, le roi Jean, hein, quand il était sur Sud Radio face à un Patrick Roger qui mouillait les couches. Emmanuel Macron ne décide pas
C'est-à-dire, quand Patrick vous a demandé s'il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit « Oh non, non, lui, il est même pas capable de décider ». Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est C'est-à-dire, qui Rothschild qui a décide pour décidé. Emmanuel C'est Macron? Rothschild qui a décidé de son élection avec M. Arnaud, M. Niel, son gendre, qui était en prison il y a 14 ans pour des faits très graves et qui ont choisi effectivement de le porter au pouvoir. De la même manière que Bolloré, qui devrait être aujourd'hui devant la Cour des droits de l'homme à La Haye, nous a mis dans les Pourquoi? pattes Là, de vous y très allez fort. sympathiques. Pourquoi Mais à la parce que fois je pour suis les uns sur et une- pour les autres, là, parce que vous portez des accusations graves, Jean Lassalle. Mais je vais les assumer. Oui, oui. N'ayez pas peur. Il en balance, mais... Alors, il y a des points qui ont toujours été chez le roi Jean. Faut pas oublier qu'il avait fait une vraie grève de la faim pour des ouvriers de son coin. Et il l'a fait vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est démoli un peu la santé. Donc, si tu veux, il y a des gens qui ont du respect pour lui. Et ils ont raison. Un mec solide, hein. En plus, c'est une armoire à glace, physiquement. Enfin, moi, j'ai été en face... il a des paluches, t'aimerais pas t'en prendre une, tu vois, parce que s'il te rate avec le vent, il t'enrhume, tu vois, vu les palmes qu'il a. Mais Et comme on dit dans le rugby, il te serre la main, tu lui donnes ta montre. voilà, il a toujours été contre la financiarisation. Ça a été l'un des grands combats du roi Jean. Il avait un conseiller d'ailleurs à ces questions qui était un mec assez solide, qui écrivait, je crois, aux éditions de La Différence, si mes souvenirs sont bons. Mais le problème, c'est que là, il en balance pour attirer l'attention. Et qu'après, à mon avis, il va faire le minimum syndical sur les présidentielles, parce qu'en plus, lui, il est méprisé. On l'a même pas fait venir là au débat. Il était avec Dupont-Aignan, alors qu'on a fait venir Anne Hidalgo. Pourquoi ? Ça viole complètement l'esprit de la Ve République. Tu vois, et que le CSA n'y trouve rien à redire, bon, pourquoi pas. Parlons-en d'Hidalgo. Et on va faire un tir groupé. Allez. Hidalgo, Pécresse. Bon, Hidalgo, je pense que tu lui avais fait un petit peu son sort la dernière fois. Je ne sais pas s'il y aura peut-être des petites nouveautés, des petites perles. Pécresse, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle continue à descendre au point de reconfigurer un petit peu les derniers jours de la campagne et les derniers jours en fait des intentions de vote qui sont toujours décisives en ce qui concerne les prises de décision. De toute façon, c'est très simple. C'est dans les 20 derniers jours que tout le monde va se coaguler. Alors, elle peut continuer à descendre. Là, elle a l'intelligence de faire parler une partie de ses lieutenants. Je pense à Ciotti en ce moment. Alors, Ciotti, ça ne ramène pas de voix, mais ça en coûte pas. Ciotti, c'est rien. Mais mieux vaut rien que Douglas. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et encore, heureusement qu'elle est aussi nulle, parce que si tu veux, mais qu'elle a pas... Tu vois, par exemple, heureusement qu'on a interdit les guignols, les chansonniers, etc., parce que tout le monde se foutrait de sa gueule. Elle a de la chance qu'on ait un débat public aujourd'hui où t'as pas le droit de dire ce que tu penses d'un candidat, tu vois, sous peine. Tu vois, parce que rappelle-toi, Chaban-Delmas, qui était pourtant général de la France libre, hein, quand même, hein, tu vois, c'est un autre calibre. Les mecs se foutaient de sa gueule. Le Canard enchaîné mettait Michel Debré, qui était quand même un homme d'exception, avec un entonnoir sur la tête. Là, tu vois, on leur épargne tout à ces petites chattes. On leur épargne tout de la réalité de la violence politique. Parce que sinon, moi, je verrais bien une troupe de théâtre suivre Pécresse partout, tu sais, et par hommage à monsieur, à oncle Fétide, enfin à François Fillon, de lui dire non pas rends l'argent, mais rends les croquettes. Vu que si tu veux, t'imagines, la pauvre nana, elle sort un orteil dans la rue, rends les croquettes. Et c'est le problème qu'a Pécresse, c'est va-t-elle arriver à suffisamment fermer son clapet pour engranger des voix? Parce que même dans l'anti-Macron, elle ne joue pas. Là, en plus, elle risque, vu que là, elle est théoriquement 5e, elle risque que la tendance Wauquiez... Je pense pas que Wauquiez le fera, parce que Wauquiez sait que l'électeur de droite a toujours une bonne raison de trahir son candidat. Donc il va pas leur offrir le fait d'avoir trahi Pécresse à coup de couteau dans le dos au dernier coup. Non, il va la laisser mourir.
Ce qui lui permettra d'autant plus rapidement d'éliminer Bertrand et de prendre le parti. C'est ça qu'il souhaite. Mais tu as une partie même de la base des Républicains qui se dit, bon, elle est bonne à rien, on change de cheval. Bon, bah voilà. Elle peut, si tu veux, elle... Alors, Jadot ne semble pas monter, donc elle passera pas à 6e. Mais bon, terminer 5e, quand tu as terminé 3e la dernière fois, c'est un signe de mort cérébrale du parti. Bon, le problème de Pécresse, c'est que si vraiment elle ressente la campagne sur elle, elle baissera. Parce qu'elle n'est pas capable, elle est hautaine. L'image catastrophique qu'elle a donnée au Salon de l'Agriculture. Tu vois, elle serre la main à un pauvre paysan qui était là, qui voulait juste un minimum d'attention de la part à quelqu'un pour qui il était prêt à voter. Elle ne le regarde pas et dit, bon, j'allais m'occuper de l'Ukraine. Les éleveurs ont besoin de ressources fourragères, de ressources protéiques, et pour être moins dépendants de l'achat d'aliments, il faudrait des partenariats de filière. On va aller voir les vaches par la route. Captain Gourdas. Voilà. On va de la même manière regrouper les questions autour de Reconquête, autour de Zemmour. On a beaucoup de demandes, hein, un peu de tes lumières sur, encore une fois, hein, sur les... Alors on a notamment Adrou, hein, qui nous dit les trahisons des apparatchiks du Rassemblement national qui partent vers Reconquête signent-elles la fin du Rassemblement national? Non. Et par conséquent, tu vas nous dire, est-ce que du coup Reconquête redeviendrait une nouvelle force de blocage, d'impasse politique, et notamment pour la question du Frexit? C'est une question intéressante. On va la décomposer. Est-ce que la perte des hiérarques du Front National, de toute évidence, non. Ce qui va faire beaucoup de mal au clan Le Pen, c'est Marion. Si Marion n'est pas forcée par les voies familiales à se coucher derrière Marine au dernier moment. Ce qu'à mon avis voudrait... alors je pense pas qu'elle le fera, parce que si vraiment... Alors c'est des détails que je connais par cœur, mais je préfère éviter de donner du grain à moudre aux journalistes ennemis. Si vous voulez comprendre l'acte de trop qu'a fait Marine vis-à-vis de Marion, vous vous renseignez sur la situation actuelle de Yann Le Pen, la sœur de Marine, la mère de Marion, la mère adorée de Marion. Et si vous vous renseignez là-dessus, vous trouverez une histoire suffisamment glauque pour justifier ce qui est en train d'arriver. Alors, pour le justifier, non, mais pour l'expliquer, oui. Or, voyons les ralliements au Z. Il y a eu des ralliements importants à Éric Zemmour. J'en vois 3. Philippe de Villiers, Stéphane Ravier, Marion Maréchal. Tout le reste, c'était des gens que Marine Le Pen avait prévu d'éliminer et qui sont à la recherche de mandats. Alors, le plus caricatural, Gilbert Collard. Nicolas Bay, qui en plus vient à son ancienne écurie, vu qu'il y a beaucoup de maigretistes d'extrême droite dans la campagne de Z, donc lui il rentre d'un côté à la maison. Caricatural, tout ceci est caricatural. Mais tous ces gens-là ne pèsent rien. C'est-à-dire, vous recrutez Nicolas Bay, vous avez une voix en plus, celle de Nicolas Bay. Bon, à la rigueur, celle de sa maman, son papa, et encore, bon, allez, vous avez 10 voix de plus. Bruno Maigret, vous avez tout un clan, vous avez peut-être 5 ou 6 voix qui arrivent. Le problème, c'est combien de gens ne voteront pas pour vous à cause de Bruno Maigret, qui est quand même un des hommes politiques qui a été les plus haïs de France. Donc je ne suis pas sûr que ce soit gagnable au change. Moi, je sais que plusieurs députés républicains qui voulaient aller vers Reconquête n'y sont pas allés quand ils ont vu arriver les maigretistes. Plusieurs députés du Sud, donc de la zone où... Donc voilà. J'ai des craintes que ces ralliements ne suffisent pas. Ils ne pourront pas tuer le Front National comme ça. Pour tuer le Front National, il faut prendre les ouvriers. C'est pas compliqué ça à comprendre, merde. Personne ne veut le comprendre. Notre peuple pue tellement de la gueule qu'il n'y ait pas un candidat pour vouloir prendre les prolos à Le Pen. Eh ben voilà, l'écart entre la fidélité
Parce que le problème de l'électorat populaire, c'est que c'est un électorat fidèle, y compris contre ses intérêts. Elle, famoso, bourgeois, patriote, eh ben, tu vois, il va voter Macron, El Famoso. Parce qu'une partie des voix que Zemmour a perdues, c'est pas Marine qui les a pris, elle augmente pas. Alors qui les a pris? C'est pas Pécresse. C'est pas Mélenchon. Mélenchon augmente, mais il augmente par la gauche, Mélenchon, pour l'instant. Il augmentera peut-être au second tour dans le populisme, on verra. C'est même pas dit. Le seul qui a augmenté pendant que Zemmour baisse, c'est Macron. Donc, bon, c'est pas compliqué. Pour une raison. Vous parlez à des gens qui se focalisent. Tu vois, Macron leur convient, à l'exception, ils veulent un Macron sans basaner. Ce qui veut dire au passage qu'ils n'ont rien compris au monde dans lequel ils vivent. Voilà, c'est tout. La mondialisation, c'est aussi l'immigrationnisme. Point barre. Vous n'avez pas de pays mondialiste. Je parle pleinement mondialiste. Le Japon ne l'est pas, par exemple. La Corée ne l'est pas. Ce ne sont pas des pays mondialisés. Hein, un pays où tu as une dette de 200% du PIB détenue quasiment uniquement par des Japonais, si tu veux, c'est pas un pays si ouvert sur le monde que ça. On m'enlèvera pas ça de l'idée. Donc, et un pays où le MITI règle encore les grands équilibres économiques, comme pays libéral, j'ai vu mieux. Le vrai néolibéralisme japonais, il est sociétal et c'est lui qui a détruit la société japonaise au point d'avoir 40% d'hommes herbivores. Hein, si vous irez voir ce que c'est des hommes herbivores. Hein, c'est un peu l'équivalent des maris déconstruits. Et Sandrine, je pense à toi. Hein? Oui, parce que herbivore, mais toi aussi t'es herbivore, ma petite Sandrine. Après tout, tu te tapes Monsieur Patate, l'homme déconstruit. Hein, on reste dans le marché des légumes en surgelé. Hein. Donc, voilà. Tous les autres pays sont immigrationnistes. Tous. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut jamais tout miser sur un électorat qui a déjà trahi tous les candidats qui ont parié dessus. Ce qui est le cas du bourgeois sudiste de droite, qui a trahi tout le monde. Il a trahi le RPR, il a trahi Pasqua, il a trahi Le Pen, il a trahi Villiers, il a trahi Maigret, il a trahi... Et là, il est en train de trahir Zemmour. Sauf s'il y a un renfort dans Reconquête dans les X% de Français qui ne veulent pas répondre au sondage. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce X% de Français, s'il vient à Zemmour, il ne viendra pas du tout par les ralliements qu'il a eus. Les 3 seuls ralliements, c'est les 3 que je t'ai donnés, qui sont 3 ralliements qui sont très particuliers. De Villiers ne s'implique pas, et ça c'est très dommage. Et ça veut dire que il ne s'implique pas aussi parce que, ou du moins il s'implique peu. Soit il a peur que Macron se venge sur les conquêtes du villiérisme en Vendée, sur le Puy, sur la voile, sur le système vendéen que Villiers a mis en place. C'est possible. Soit Villiers n'a pas confiance au niveau des questions importantes, comme l'européisme, etc. Vu le programme, il a raison. Stéphane Ravier, lui, de toute façon, il est centré sur Marseille, donc il n'a pas, en dehors de la zone marseillaise, d'impact lourd sur la campagne. Lui, il est déjà dans la préparation des municipales. D'ailleurs, il les prépare à la bonne heure. C'est comme ça qu'il faut commencer. Et enfin, dernier point, Marion Maréchal, qui, elle, va peut-être hériter de la boutique. Parce que je ne vois pas Marion Maréchal être une loyale suiveuse très longtemps. Je suis pas sûr que ce soit la marque de fabrique. Donc voilà. Alors est-ce que Reconquête sera un boulet? Non, parce que c'est pas Reconquête que les médias vont hitlériser. C'est Zemmour lui-même. Mais déjà, l'hitlérisation de Zemmour, et je suis bien placé pour le savoir, ça fait 15 ans que ça marche pas. Alors, ça marche même pas alors qu'il y a mis du sien. Tu vois? Le Pen était hitlérisable bien avant le détail. Alors évidemment, le détail a mis les feux aux poudres. Bon.
Hein, mais c'était d'ailleurs une opération qu'à mon avis Le Pen avait entièrement montée, quoi. On pourrait l'appeler opération commerce de détail d'ailleurs. Mais Zemmour, il en a mis du sien. Tu vois, son affaire avec le maréchal Moustache, bon, si tu veux, gain électoral zéro, ça c'est sûr. Tu vois, alors après, peut-être tentait-il de, je ne sais pas, faire l'éloge d'un monsieur avec une moustache de ce type-là. Peut-être qu'il essayait de parler à la génération des années des nés en 90 qui n'ont connu que Mario Bros. Bon, c'est possible. Mais c'était pas le même genre de plomberie, par contre. Donc, mis à part des emmerdes, et ça emmerdait même pas le système, parce que quand tu dis Pétain, c'est la France, le système te dit oui. La seule chose qu'emmerde le système, c'est quand tu dis la France, c'est De Gaulle. Tu vois, tu peux leur dire la France, c'est Pétain. Hein. C'est pour ça qu'ils la condamnent d'ailleurs, la France. Et qu'ils la condamnent à mort. Alors toi, tu dis non, la France, c'est Pétain, mais Pétain, il est bien. C'est infaisable. Infaisable. Or, si tu veux, même en y mettant du sien, il n'est pas hitlérisable. Parce que premièrement, Éric Zemmour est quelqu'un de foncièrement gentil. Quand tu suffit de l'entendre parler. Il est d'ailleurs l'un des seuls candidats qui a une vraie bonhomie. Et ça peut pas faire peur. Enfin, tu peux pas avoir peur physiquement d'Éric Zemmour. Tu peux avoir peur physiquement de Jean-Marie Le Pen. Et hitlériser Zemmour, bah, la France est ce pays merveilleux où même l'extrême droite s'appelle Zemmour. Enfin, si tu as un moment, le dadaïsme doit trouver des limites. Tu vois. Donc, je ne pense pas que ce soit butoir en soi. Je pense que malheureusement, l'un des impacts positifs qu'aurait eu Reconquête, c'était s'ils avaient tué Marine. A priori, c'est pas vers ça qu'on va. L'un des points positifs de Reconquête, ça aurait été de faire une vraie campagne à la Trump, ce qui a été écarté. Parce qu'on me dit, Trump, il a fait que de l'immigration. C'est pas vrai du tout. C'est une inculture profonde. Je pense qu'il fallait faire et Trump et Johnson. C'est-à-dire montrer qu'on était capable d'être dans le dur, ce qu'a fait Johnson, et retourner toutes les vaches sacrées de la société progressiste. Ce qu'a fait Trump. Je vais te donner un exemple. Trump a été l'un des seuls à parler des 500 000 Américains, chiffre reconnu par Barack Obama, qui ont été tués par la surconsommation de médicaments antidouleurs à base de morphine. 500 000 en 10 ans. On se rend compte de ce que c'est, ça. Et des jeunes, hein. Parce que quand les gens sont obligés d'avoir 3 boulots tous les jours pour survivre, bah évidemment, un corps humain n'est pas fait pour ça. Donc tu es obligé de prendre des petits plus. Et à la même, le professeur Raoult en parle très bien, à la même époque, l'industrie pharmaceutique a fait publier à des médecins qui sont des criminels, des articles, et à des laborantins, et à des méthodologistes, et à des zététiciens, des articles disant que la morphine n'était pas un poison, et qu'elle ne provoquait pas d'accoutumance. Alors qu'on le sait depuis plus d'un siècle. On le savait déjà avec les affaires de fumerie d'opium. Ça nous remet, hein, Tintin et le Lotus Bleu. Bon, enfin, ils ont quand même tué 500 000 Américains. Enfin, on se rend compte que c'est plus de 10 fois le bilan de la guerre d'Irak. Tout le monde s'en fout. Eh ben, Donald Trump s'en est pas foutu. Il est allé voir les rednecks, il a dit vos femmes, vos filles, vos enfants, vos tantes, vos parents sont morts de ça. Et ben là, électoralement, gling gling. Là, on n'a pas fait, mais on n'a même pas fait de Trumpiste. On a fait juste les Arabes. Ok, d'accord. Moralité, c'est pas aussi mordant que ça sur l'opinion. Voilà. Donc je pense que le problème de Reconquête, c'est pas du tout qu'elle va bloquer le débat, c'est qu'elle a rajouté, c'est que en ne parlant pas des vrais sujets ou ne parlant pas de la complexité des sujets, elle a refusé son rôle éducatif. Elle a refusé son rôle éducatif vis-à-vis de son électorat.
C'est-à-dire que, à force de ne pas leur dire la vérité, on a fini par leur dire les mêmes conneries que les autres. Ça t'oblige, parce que tu ne veux pas parler des choses sérieuses, ça t'oblige à avoir des réactions qui parfois coûtent cher. Je crois qu'Éric Zemmour est passé face à une jeune femme afro-descendante à la télévision, qui lui dit « Vous voulez pas de gens comme moi ?» Il dit oui. Mais alors, est-ce que vous m'aurez accueilli, moi? Pardon? Est-ce que vous m'aurez accueilli? Ah, je ne sais pas, vous venez du Sénégal, vous avez dit? Totalement. Et vous êtes venu pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Pour avoir une vie meilleure. Ah, mais vous savez, si le milliard d'Africains venaient en France pour avoir une vie meilleure, on n'aurait plus de place, hein, ça serait difficile. Donc, c'est pas une seule raison, non, je suis désolé. Si c'est seulement pour avoir une vie meilleure, moi, je suis pour l'immigration zéro. Moi, je veux que les Français aient une vie meilleure. Je pense d'abord au peuple français. Si c'est comme ça, je pense que les Sénégalais, les dirigeants sénégalais pensent d'abord au peuple sénégalais et ils ont bien raison. Est-ce que du coup pour vous je suis une Française? Ah mais vous avez la nationalité française? Bien sûr. Ah bah bien sûr que vous êtes une Française. Mais de base je suis partie de mon pays pour venir en France. Ah oui, non mais ça c'est... Donc j'ai été très bien accueillie. Mais je sais, les Français sont le peuple le plus généreux du monde. C'est-à-dire que vous, ça ne m'étonne pas. Si jamais vous êtes élu, s'il y a des personnes comme moi qui arrivent en France pour avoir une vie meilleure, c'est pas possible. Non. Alors qu'il vient de reculer sur les Ukrainiens. Bon, bah ok, donc ça veut dire que la seule chose pour laquelle on s'oppose à l'immigration, c'est pas la défense des acquis sociaux, puisqu'on est content que les Ukrainiens viennent détruire par le travail au black les emplois des Français. C'est pas l'insécurité, parce que les bandes ukrainiennes sont déjà parmi les bandes d'Europe de l'Est les plus violentes ici. Donc c'est du pur et simple racisme. Bon, bah ok, ça y est, on est dans la nasse. Et ça, les Français voteront jamais pour. Jamais, 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 jamais. Jamais. Tu vois, plus le fait de ne pas avoir voulu parler au périurbain, pas avoir voulu parler au prolo, et pas avoir attaqué les niches du Front National. Et je vais te donner un exemple, quelque chose qui n'a pas été quasiment pas travaillé, c'est l'avenir de nos Outre-mer. Or, les Outre-mer, qui étaient une rente de la gauche, sont devenus, depuis les présidentielles dernières, et c'était surtout grâce à l'action de Florian Philippot, une rente du Front National. Donc bon. Voilà. Après, le vrai point positif de Reconquête, c'est d'avoir fait émerger beaucoup de gamins qui pour beaucoup, doivent être de braves gamins. Donc, et qui feront leurs armes ailleurs, autrement, ou même dedans, peu importe. Voilà. Mais je crains que l'expérience, à la fin, on ne pourra pas dire bilan globalement positif. Ok, Pierre-Yves, je vais te proposer une question qui va être un petit peu plus, comment dire, d'aspect général et de considération, parce que tu cites souvent notre structure, notre constitution de la 5e. Et donc là, j'ai une question de Tenzin Abe. Les règles de cette élection visent notamment à exclure la pensée souverainiste. Alors, un petit candidat qui obtient, pour lui il y a plusieurs scénarios, mais bon, lui ce qu'il veut dire par là, c'est un petit candidat qui obtient un tout petit score. Je sais pas, on peut parler de La Salle qui peut faire 1%, de Asselineau que c'était 0,9% il me semble, viendrait à montrer que ce genre de voix n'intéressent pas les Français, et viennent appuyer sur le fait qu'ils ne seraient pas légitimes, et en tout cas largement minoritaires, et donc à continuer à légitimer les gros partis, dont on voit bien qu'ils sont vides de pensée, et surtout vides de base de militants. Okay. Donc, lui, sa question, c'est voilà, accepter ce genre de règles, c'est quand même accepter de perdre quasiment tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu pourrais un petit peu dégager comme idée? Alors, je vais te donner un exemple. Tu vois, j'ai un de mes amis, qui est Jacques Nikonov, un de mes amis en tout cas, quelqu'un que j'aime bien et avec lequel on a déjà travaillé, qui est Jacques Nikonov, qui à chaque présidentielle les boycotte. Je crois pas me souvenir que ça ait donné un grand effet. De toutes les façons, vous ne pouvez pas dire que la souveraineté est minoritaire. La preuve, on a les études d'opinion, les électorats du Front et de Reconquête sont majoritairement pour la sortie de l'euro. Ça, on les a déjà fait, les études. Elles sont déjà sorties, c'est déjà validé, ça. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu peux pas dire le souverainisme en France, ça pèse... Non, ça pèse 30%. Parce qu'il y a une part non négligeable de l'électorat du Front qui est objectivement souverainiste et de l'électorat, le zémourien, qui est objectivement souverainiste.
Tu peux dire que le candidat en question pèse X%. C'est vrai. Mais comme disait le général de Gaulle, ce qui compte, c'est d'exister, c'est de perdurer. Parce que nous allons entrer dans des aires de politique moyennement cartographiées, très problématiques, parce que je suis désolé de le dire, mais Anne Hidalgo tient le cœur économique de la France parce qu'elle tient Paris, et elle fait 2%. Non, 1,5%. Est-ce que ça en fait une personnalité ridicule politiquement? Est-ce qu'on peut dire qu'Anne Hidalgo ne pèse rien? On aimerait bien. Mais Notre-Dame de Paris, si, elle pèse quelque chose, malheureusement. Sinon, on fait quoi? On ne peut pas dire qu'on pèse rien dans l'opinion, c'est pas vrai. Grâce à Florian, on a loupé ni les gilets jaunes, ni le Covid. Aujourd'hui, les mouvements sociaux dans la rue, c'est nous. C'est nous. Pour la première fois, c'est nous. Pour la première fois. Bon. On ne sort pas du terrain. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'un terrain est dur qu'il faut le déserter. Parce qu'on va être très clair, si on déserte l'élection présidentielle, il faut déserter les législatives aussi. Puis il faut déserter les régionales. Puis il faut déserter les municipales. Sauf de prendre des petites villes, des petits cantons, mais ça sert à quoi? À un moment, faut vouloir faire de la politique. Ou alors, on prend le pari de conquérir les grands partis et de changer leur axe. Florian Philippot y était arrivé. Regardez ce que ça a donné. On ne fait pas, tout comme on ne fera jamais d'un Anne Borgne un cheval de course, on ne fera jamais de Marine Le Pen une femme d'État. C'est la génétique qu'il veut. C'est comme ça. Donc, je pense que nous n'avons pas le choix. Alors, il faut juste y aller avec méthode. Là, c'est bien, il y a un accord. Il y aurait pu en avoir un peu plus tôt, ça aurait été pas, on n'était pas fâchés. Bon, question complètement différente, et à mon sens intéressante, puisque c'est un sujet qui est en vogue aux États-Unis, qu'on n'a pas vraiment trop élaboré. Enfin, j'ai pas trop spécialement vu les candidats réagir là-dessus. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse sur ta compréhension des différents programmes qu'ont les candidats à la présidentielle sur l'espace? Et est-ce que tu penses que la question spatiale est suffisamment prise au sérieux par les pouvoirs publics et les différents candidats? Alors, déjà, c'est quand même un truc de niche, donc quasiment aucun candidat n'en parle, et c'est d'un côté normal, parce que si tu veux déjà, le fait d'expliquer qu'aujourd'hui on ne dit plus armée de l'air, mais armée de l'air et de l'espace, tu mettrais déjà 20 minutes ou à une demi-heure à l'expliquer par personne. En réalité, évidemment, on ne prend pas ça suffisamment en compte. Mais comment tu veux prendre ça en compte quand la TVA sur la restauration est dans les mains de Bruxelles? Comment tu veux, alors que tu t'es rendu sur les trucs les plus infimes, te projeter dans l'infiniment grand? Parce qu'il y a plusieurs choses dans la question spatiale. Personne ne prend ça au sérieux alors qu'il y a des questions énergétiques dans l'espace. Entre autres, la question de l'extraction des minerais sur astéroïdes et autres. Il y a évidemment des questions de communication, d'interception et de défense. Et à la fin, la question de est-ce qu'on peut se payer le luxe de tenter d'habiter l'espace? Et deuxièmement, comment on fait pour concilier cet impératif prométhéen que l'homme a de regarder les étoiles avec un autre impératif qui est l'impératif écologique et cosmique? Le problème, c'est que ça, si tu veux, ça aurait été du niveau d'une campagne en 1965, mais pas maintenant. Maintenant, on fait des campagnes politiques qui sont connes par construction. À tel point d'ailleurs que pour vulgariser le domaine de l'espace, quelqu'un pour qui j'ai infiniment moins d'estime que mon si cher ami Idriss Aberkan, qui est Elon Musk, est plus efficace que n'importe quelle politique. Même si il y a beaucoup de choses à redire de la démarche. Autre question, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de demandes autour de Zemmour, donc je vais poser la question de Pantoufle. Zemmour veut prioriser le droit national sur le droit européen et réorienter l'Union européenne sur une Europe des nations.
Quels éléments supplémentaires faudrait-il, selon toi, Pierre-Yves, pour que Zemmour soit considéré comme un souverainiste? Bah, si tu veux, moi déjà, bon, moi ce genre de question m'ennuie parce que, si tu veux, parce qu'après on va dire que j'ai pas de considération pour Zemmour, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dis juste déjà, premièrement, les souverainistes, il en veut pas, c'est clair. Et moi je sais ce que ça veut dire quand on n'en veut pas. Parce qu'à un moment, quand tu prends une idée, tu prends aussi les hommes qui sont les meilleurs sur l'idée. Lui, il en a pas voulu. Et il veut pas de référendum non plus, il veut rien. Et ça, il en veut pas pour deux raisons. C'est premièrement, il est entouré. Moi, je veux bien qu'il me dise ça. Mais quand tu dis ça, entouré de gens qui sont des européistes d'extrême droite fanatiques. Fanatiques. Ce qui est le cas de Mordrel, ce qui est le cas de Nicolas Bay, ce qui est le cas de Bruno Maigret, et de tout ce qui s'ensuit. Ce qui est le cas de plusieurs des hauts membres de son équipe. Quand tu es entouré de gens qui viennent de journaux d'extrême droite européistes, hein, ce qui est le cas de plusieurs des membres qui sont pigistes dans un célèbre journal de droite, qui n'est pas le Figaro, je le dis tout de suite. Et bon, voilà, moi je suis désolé, on ne fait pas de patriotisme avec des non-patriotes, on ne fait pas de souverainistes avec des non-souverainistes. Et je sais très bien pourquoi, dans la vie politique française, les souverainistes n'ont pas une extraordinaire réputation. Pour deux raisons. Premièrement, ils vous obligent à tenir vos promesses. Une équipe de souverainistes ne fera pas un 1983 de droite. Bon. Et deuxièmement, il y a aussi une autre chose c'est que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est que le problème des souverainistes, c'est qu'un, comme ils travaillent beaucoup, ils attirent beaucoup de jalousie, et deux, souvent ils piquent pas dans la caisse. Alors c'est bien qu'eux piquent pas dans la caisse. Le problème, c'est qu'ils vont pas te laisser piquer dans la caisse. Et ça, bah, tu fais de la politique, donc c'est quand même pour la plupart, c'est pour s'en foutre plein les fouilles. Je rappelle que, mis à part, tout l'état-major du Front National est aujourd'hui mis en examen. Tous ceux qui étaient dans l'élection européenne de 2014. Sauf Florian Philippot, Sophie Montel, Mireille Dornano, donc ça on est clan Philippot. Aymeric Choprade, parce que c'est lui qui a tout bazardé aux flics. Quand vous demandez à vos députés de dédier ces assistants à autre chose, vous êtes en dehors des clous. Et voilà une présidente d'un parti important sur la scène politique qui demande explicitement à ses élus, ses principaux élus, les députés européens, d'entrer dans un système qui n'est pas légal. À ce moment-là, je me dis, non seulement on est dans le champ de la morale, il y a un problème, on est dans le champ de l'illégalité, mais on est dans le champ de l'amateurisme. On est dans le champ de l'amateurisme et je me dis, c'est ce parti qui prétend relever le pays et qui est dans l'amateurisme le plus total. Bernard Monod, pour des raisons qui ne sont pas idéologiques, mais qui tiennent à mon avis plutôt à la psyché du personnage. Et le dernier, Jean-Luc Schaffhauser. Moi, je suis sorti indemne de cette affaire-là. D'accord ? Mis à part les souverainistes, tout le monde était mouillé. Mélenchon, je rappelle qu'à la fin, les deux seuls mecs qui pouvaient protéger Mélenchon, c'était Kuzmanovic et le clan Kuzmanovic. Parce que c'était les seuls qui n'étaient pas, contrairement au clan Chikirou, dans les affaires de financement de la France Insoumise. C'est pas que les souverainistes sont des opérations main propre, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse plus que l'argent. C'est la cause. Alors, quand on veut faire de la politique pour les fouilles, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens à droite et à l'extrême droite, et en tout cas c'est le cas de gens comme Gilbert Collard. Je n'en ai jamais entendu parler. Non mais ça pardonnez-moi, mais... Je vous prends pour un con, oui, tout à fait. Vous me prenez pour un con? Oui, tout à fait, oui. Parce que je vois à la commission de Vodève que... Je vous prends pour un con, oui, tout à fait. Donc vous le connaissez très bien. Pas du tout. Bon, est-ce qu'il est membre du Front National? Pas du tout. Vous avez répété ça pendant... Mais je vous prends pour un con, je vous dis. Oui, d'accord. On veut pas de ces gens-là, ce que je comprends. Donc, premièrement, déjà, il n'y a pas un seul de ces cadres qui soit souverainiste. Pas un seul. Et me dites pas Paul-Marie Couteau. Moi, j'ai travaillé pour Paul-Marie Couteau. Aujourd'hui, il a un ouvrage, il a un journal qui s'appelle Le Nouveau Conservateur. Ça va. Et deuxièmement, en plus, il pouvait ne pas les en vouloir, mais au moins accepter les partages aux législatives. Pas fait.
Donc ça veut dire quand même que une de ses volontés, c'est de détruire les mouvements souverainistes. Bon, très bien. Mais deuxième point, la supériorité du droit. Mais enfin, si tu veux, ça c'est de la pensée magique. Soit c'est un Frexit sans le dire. Mais si tu veux, le problème, c'est que, je te le dis sincèrement, tu fais ça à la minute, vu que tu n'auras pas réquisitionné la Banque de France, eh ben, ils vont t'attaquer par l'euro. Ils disent oui, mais on n'attaquera jamais la France. Tu vois, ça, comment dire? Il y a un problème dans le bonapartisme, c'est que ça rend quand même les gens très cons. Parce que si tu veux, tu vois, c'est des gens qui se gonflent parce que ils voient la réalité. Comme disait Bossuet, il n'y a pas de pire maladie de l'esprit que de voir les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient et non telles qu'elles sont. La BCE s'est attaquée à l'Italie. L'Italie, c'est peut-être une économie un tout petit peu moins grande que la nôtre. C'est la 3e économie de la zone, mais c'est la 2e industrie de la zone. Or, ce qui fait le progrès technique et économique, c'est l'industrie. Donc, une banque centrale qui a tenté d'étouffer un des pays sous sa tutelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous allez me dire que l'euro marche après ça? Dans une interview, le commissaire européen au budget, l'allemand Günther Oettinger, assure que les marchés financiers vont apprendre aux Italiens comment voter. Qui a une économie qui est en meilleur état que la nôtre, évidemment qu'ils s'attaqueront à nous. La BCE a volé la moitié des actifs de la Russie qui étaient des réserves en euros. D'accord? La moitié des réserves de change russes. Est-ce que le Parlement français a voté ça? Est-ce que la France a eu son mot à dire pour ça? C'est un acte de guerre. On ne l'a pas fait... Attends. On ne l'a pas fait depuis la guerre d'Espagne. Depuis la guerre d'Espagne. On ne l'a pas fait pendant la guerre froide, ça. Eh ben, non. Rien ne vous enlèvera de l'idée que ces gens qui veulent la mort de la France ont une importance. Alors que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas vous. Si tu veux, ce genre d'aventure, c'est fait pour se terminer à l'île d'Elbe. Ou à Sainte-Hélène. Dans le meilleur des cas. Mais à la fin, ça se termine à Sedan. Surtout. Voilà, c'est moi le problème que j'ai avec ce... Si tu veux, c'est... Il n'y a pas d'aspect réaliste là-dedans. Il n'y a pas de groupe de travail, ça se voit que ça n'a pas été travaillé. À la minute où tu fais ça, premièrement, tu vas devoir faire une réforme constitutionnelle. Tu l'as fait comment? Vu que tu veux pas de référendum. Tu l'as fait comment? Elle sera bloquée par le Sénat, et tu le sais. Tu le sais. Laurent Fabius, quand Laurent Fabius dit « Vous écoutez pas trop Éric Zemmour, on le bloquera », il a raison. Pas de référendum. Bon, bah voilà. Tout ça n'est ni fait ni à faire. Donc moi, je suis désolé. Moi aussi, j'avais bien accueilli cette mesure-là. Mais à un moment, qui dit mesure, dit des hommes pour la mesure. Et les hommes, je les vois pas. Voilà. Par contre, je vois des hommes qui liquideront ces mesures-là. Parce que moi, il y a une partie de l'état-major qui sont des gens que je connais, face à qui j'ai travaillé, qui sont des européistes fanatiques. Enfin, quelqu'un comme Nicolas Bay est un européiste fanatique. C'est un des hommes qui a le plus tenté de détruire les efforts souverainistes de la campagne de 2017. Alors certes, il a échoué parce que c'est un bon à rien, enfin, fondamentalement. Hein, mais voilà le problème. Or, là où il y a eu une erreur de parallaxe qui a été faite, c'est qu'il y a quand même un avantage à prendre les souverainistes avec soi. C'est que les souverainistes, eh ben, ils te chient rarement dans les bottes. Contrairement aux ralliés de la 11e heure. Parce que les ralliés de la 11e heure, je vais le dire, quand ils vont voir qu'aux législatives, il n'y en aura pas un d'élu, et qu'aux européennes, il n'y aura peut-être pas assez de place, vu le nombre de ralliés qui sont, eh ben, ils vont vous chier dans les bottes. Voilà. Ils vont vous chier dans les bottes. Alors que l'avantage des souverainistes, c'est que généralement, ils se tiennent bien.
Parce que justement, ils ont des forts caractères, ça peut être des sales cons, peut-être. Tu biperas, hein, parce que comme ça, je suis pas trop vite hier. Mais ça peut être des fortes têtes. Mais au moins, ils ont le calme des vieilles troupes. Donc voilà. Moi, je vous dis, je ne donne pas de consigne de vote. Moi, je vous le dis, au premier tour, je voterai pour l'alliance de mes camarades. Point. Parce que je vous dois la transparence. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez voter Le Pen, vous votez Le Pen. Vous voulez voter Zemmour, vous votez Zemmour. Vous voulez voter Méluche, vous voulez voter Méluche. Vous voulez voter Roussel, vous votez Roussel. Vous votez rien. Parce que pour la plupart, vous n'allez rien voter. Vous votez rien. Et voilà, vous voulez voter Pécresse, vous votez Pécresse. J'en ai rien à... Enfin, je ne suis ni votre père, ni votre directeur de conscience. Donc, voilà. Moi, je veux bien être votre ami, votre camarade si vous voulez, mais voilà, moi, je ne donne pas de consigne de vote. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je le dis, je voterai pour l'alliance des miens. Point. Et je regrette qu'elle n'ait pas été plus large. Je regrette que Zemmour l'ait refusé. Je le regrette. Mais moi, si je me verrais pas voter pour quelqu'un qui n'a aucune considération ni pour les miens, ni pour mes idées. Juste parce que, surtout, je le dis sincèrement, en plus, quand bien même, je vais le dire sincèrement, on va prendre 2 lois très dures de droite, mais vraiment de droite. Hein. Le retour de la peine de mort et les lois anti-migratoires. Le pays aujourd'hui qui veut rétablir la peine de mort, c'est la Fédération de Russie. C'est un souhait profond d'une partie du peuple russe. Et donc, ils vont quitter la CEDH pour le faire, et le Conseil de l'Europe, a annoncé Dmitri Medvedev. Même la Russie, État pleinement souverain avec sa puissance, est obligée de quitter ce genre de truc pour pouvoir avoir son système pénal à elle. Même la Russie, 3e armée du monde. Ok ? La loi la plus lourde contre l'immigration qui a été passée en Europe de l'Ouest a été passée par qui ces 10 dernières années ? Allez, je suis un roast-beef mal coiffé, amateur de grec ancien, je suis Boris Johnson, bien sûr. Et qu'a dit l'Union européenne immédiatement après la loi Preti Patel ? Qui est une loi qui vise lourdement les Pakistanais. Et pourtant, elle est d'origine indienne. Mais elle vise aussi les hindous. Et c'est une loi violente, et elle en prépare déjà une autre. Bon, elle a quand même des idées très arrêtées. Elle veut, je crois, mettre à la fin la majorité pénale à 9 ans. Elle a la main un peu lourde, la nouvelle dame de fer. Bon. Et bien, vous savez quoi ? L'Union européenne a dit c'est une loi qui est tellement horrible, heureusement, dans l'Union européenne, elle ne peut pas avoir lieu. Or, c'est la loi que vous voulez. Eux, ils vous l'annoncent que vous l'aurez pas. Hein. Ils vous l'annoncent. C'est vous qui ne voulez pas entendre les menaces de l'ennemi. Vous ne voulez pas. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est eux qu'on le mange, pas vous. Bon, ben voilà. Tu vois, par exemple, il aurait mis l'obligation de référendum. On était tous derrière lui. Bon gré, mal gré. Il veut pas. Parce que ça, c'est le minimum, tu vois, c'est le minimum syndical. Bon, ça veut juste dire non. Bah, très bien. Il n'y a ni RIC, ni référendum sur l'UE. Autrement dit, ça veut dire que, voilà, il y a des gens dont on ne veut pas. Bah, très bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois ne pas les vouloir et vouloir leur voix. J'ai fait partie des gens qui ont appelé sa candidature. Alors, il est vrai qu'elle ne s'est pas du tout passée comme ce qu'on pouvait en attendre au mieux. Mais qu'elle a quand même l'avantage d'avoir peut-être révélé des gens, surtout parmi les militants. Et surtout, elle a réussi à, je pense, à nous rendre compte que, mine de rien, notre cause a beaucoup avancé. Parce que cette candidature n'a pas pu être hitlérisée comme l'a été Jean-Marie Le Pen père. Enfin, Jean-Marie Le Pen, quoi. Excusez-moi, Le Pen père. Mais
Et donc ça veut dire que nous avançons. C'est l'un des grands points positifs de l'affaire Zemmour. Nous avançons envers et contre tout. Le problème, c'est de résister à la tentation d'être Tsipras de droite. Mais, mine de rien, ça nous aura donné aussi de beaux moments de bravoure, parce qu'il est vrai que c'est un très bon candidat en tant que personne. Donc c'est pas mal pour une présidentielle aussi terne. Donc bon. Rappelez-vous la phrase de... Je n'oublie jamais, je crois que c'est Pépin, je crois qu'ils sont à Minas Tirith, donc c'est dans le Retour du Roi, où il dit, bah, tout ne va pas si mal, alors qu'ils sont cernés, ils sont encerclés, etc. Eh bien non, tout ne va pas si mal. Nous sommes la vieille taupe de l'histoire, nous creusons, nous creusons, nous creusons. Et mine de rien, nous sommes en train, par les différentes galeries que nous creusons, de faire les trous dans lesquels tomberont nos ennemis de toute façon. Donc, voilà. Je me demande, non, est-ce que c'est Pépin ou est-ce que c'est l'autre? Non, c'est Pépin, ouais. Qui est avec Gandalf. Qui est avec Gandalf, ouais. Eh bien, tout ne va pas si mal. Alors, ça ne va pas si mal? Non. La défaite n'est souvent, pour ceux qui se battent pour leur liberté, qu'une victoire légèrement retardée. Donc, faites corps et n'oubliez pas, pour certains hommes qui sont responsables de cette situation, leur réélection est aussi une tunique de Nexus. Vous voyez ce qu'est la tunique de Nexus, celle qui a tué Hercule? Parce que le système est fait pour faire payer à d'autres les conséquences de ses actes. Or, être réélu, vu la situation économique qui se profile, Emmanuel Macron va boire son propre bilan jusqu'à la lie. Et croyez-moi, je ne suis pas certain que le breuvage soit à son goût. Donc, à choses qui tombent, il faut les pousser encore et encore. Alors poussons, camarades. Bon, ben, messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, faut bon retour, hein, au revoir, messieurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.